Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web au programme. Aujourd'hui, on fera le point sur le projet Tel Aviv sur Seine qui a enflammé la toile. On vous présentera The Selfie Project dans notre dossier du jour. On vous embarquera en Afrique où le marché du téléphone explose. On vous montrera le meilleur du high-tech. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui buzzent sur Internet. Selon des responsables américains, des pirates informatiques russes auraient lancé une cyberattaque sophistiquée contre un système de courriel non classifié de l'état-major interarmé au Pentagone. Cette attaque a touché environ 4000 civils et militaires. Selon les sources de la chaîne, il leur aura fallu moins d'1 minute pour amasser et rediffuser les informations collectées. Le cyberassaut a été coordonné par le biais de comptes cryptés et des réseaux sociaux. Si le gouvernement russe n'a pas été pointé du doigt, eh bien, il semblerait que cette attaque ait été menée par les membres d'une agence gouvernementale. Et on change de sujet avec le projet Tel Aviv sur Seine qui a enflammé le web. Jeudi prochain, la 14e édition de Paris-Plage consacrera une journée à Tel Aviv. Et sur Twitter, eh bien, les publications ont été parfois très agressives. Le hashtag Tel Aviv sur Seine a été l'un des plus partagés le week-end dernier. De nombreux pro-palestiniens ont fait part de leur indignation. Une pétition pour l'annulation de l'événement a même été lancée. Dimanche, elle comptait déjà plus de 5000 signatures. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Choukroun. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de l'agence culturelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette journée consacrée à Tel Aviv? Écoutez, c'est une journée qui a été décidée conjointement par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et par le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, lorsque l'un et l'autre se sont rencontrés au mois de mai dernier. Et ça leur a donné l'occasion de définir ce projet Tel Aviv sur Seine et de donner une teinte, une couleur à Paris-Plage, aux ambiances et aux saveurs de Tel Aviv. Alors, quel genre d'activités et d'installations seront présentes ce jour-là? Alors, on aura ce jeudi 13 août, entre 11h et 22h, sur une portion de Paris-Plage, entre le pont d'Arcole et le pont Notre-Dame, entre la place du Châtelet et l'hôtel de ville, différents types d'animations. On aura un food truck, on aura des animateurs qui feront faire un peu de sport aux plagistes qui les arderont sur leur transat. On aura de la danse israélienne, on aura un petit concert ainsi qu'un DJ set en soirée pour finir cette journée de la manière la plus joyeuse et festive possible, puisque c'est une journée qui est avant tout, et je dirais même exclusivement, culturelle et festive, une journée de rencontre entre deux villes, une journée de rencontre entre deux états d'esprit qui sont, que vous connaissez bien, qui sont l'ouverture, la jeunesse, le progressisme, la tolérance, qui sont Paris et Tel Aviv. Et on aura des artistes israéliens sur place? Alors il y aura effectivement deux types d'artistes israéliens, une jeune chanteuse qui s'appelle Coral, et puis un DJ israélien qui sera également présent, qui sera un DJ set avec un DJ français. Donc l'un et l'autre, voilà, c'est vraiment l'esprit complet de Tel Aviv sur Seine qui va rencontrer Paris-Plage. L'occasion d'avoir un avant-goût des vacances à Tel Aviv. Alors, quel message vous voulez transmettre aux Français à travers cette journée? Écoutez, le message que souhaite délivrer à la fois la mairie de Paris et la mairie de Tel Aviv dans cette opération, et que j'ai, pour le compte de l'agence culturelle, le plaisir de produire, c'est véritablement un projet et un message qui est celui de la rencontre, du dialogue, celui de la conviction profonde qu'il est toujours préférable de dialoguer que de s'ignorer, celui de la conviction profonde que les initiatives culturelles sont meilleures que la censure et que le boycott. Voilà le message, et surtout, c'est de s'inscrire complètement dans l'esprit de Paris-Plage. L'esprit de Paris-Plage, qu'est-ce que c'est? C'est donner la possibilité aux Parisiens et aux touristes de passer un bon moment de repos, de détente entre amis, entre familles, et de profiter de cette merveilleuse capitale qu'est Paris. Voilà ni plus ni moins ce qu'est ce projet de Tel Aviv sur Seine qui rencontre Paris-Plage.
Effectivement, se retrouver à Tel Aviv l'espace d'une journée. Alors on va parler aussi de ces réactions très très violentes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Écoutez, on peut toujours s'attendre effectivement à des réactions hostiles lorsque il s'agit d'une déclaration politique, d'un projet politique, d'une manifestation politique. Mais très honnêtement, de quoi parle-t-on? On parle d'une manifestation culturelle et festive. On parle d'une rencontre entre deux villes dont on connaît, je le disais tout à l'heure, l'état d'esprit, le progressisme, de culture, de fête. On parle de culture, on parle de fête. Voilà, on ne peut évidemment qu'être déçu à minima de cette tentative de prendre en otage une manifestation culturelle. Cette idée que la censure ou que le boycott viennent prendre en otage, comme je le disais, une manifestation culturelle, c'est une idée tout à fait insupportable. Bien, en espérant que ces personnes-là se rendent ce jour-ci à Paris-Plage. Et dernière question, quelle position les organisateurs vont-ils adopter suite à ces réactions? On imagine qu'ils vont prendre certaines mesures. Vous l'avez vu sans doute dès hier, lorsque la toile s'est enflammée. La réaction de la mairie de Paris a été absolument limpide. Il n'est évidemment pas question d'annuler. Tel Aviv sur scène aura bien lieu ce jeudi 13 et il n'est évidemment pas question d'apporter une caution politique à un gouvernement. Il s'agit purement et simplement d'apporter un message festif, généreux, et ouvert. De paix. Et évidemment, quand on parle de culture, de dialogue, de quoi parle-t-on? On parle juste de rencontres, de paix, de dialogue démocratique à travers un outil culturel et un outil purement festif qui est Tel Aviv sur scène. Donc voilà, on est confiant parce que la mairie de Paris est tout à fait, je dirais, droite dans ses bottes par rapport à cela, tout à fait confiant parce que la mairie de Tel Aviv également est tout à fait généreuse avec cet esprit et avec l'envie de faire ce Tel Aviv sur scène. Donc voilà, nous traçons notre route de manière tout à fait sereine. Eh bien, merci beaucoup Lionel Choucroune. Amusez-vous bien en tout cas à Paris et on attend avec impatience les images de cette journée. Eh bien, on fera quelques tweets pour agrémenter le prochain sur le web. Super, merci beaucoup. Et restez avec nous parce qu'on passe tout de suite à notre dossier du jour. Alors, si vous en avez assez des selfies, eh bien, ça tombe très mal, puisqu'une équipe de chercheurs de l'École polytechnique de Lausanne a mis au point un algorithme capable de modéliser votre portrait 3D à l'aide d'un selfie. Alors, un seul défaut, les cheveux, la langue et les dents ne sont pas encore modélisés, regardez. Alors, la grande question, le selfie est-il voué à devenir l'unique forme de portrait dans les années à venir? Eh bien, le photographe Osmani Tavares nous répond avec The Selfie Project, des photos de photos ou des portraits de portraits qui allient smartphone et photographie. Regardez. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir bien évidemment d'accueillir Osmani Tavares. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors vous êtes le photographe à l'origine de ce projet. Alors parlez-nous justement de ce projet. Alors le Selfie Project, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quelques années, mais que j'avais jamais pris la peine de vraiment de développer. Concrètement, j'avais l'idée en regardant le clip de Cassius, I Love You So, il y a quelques années. Que l'on voit tout de suite à l'écran. En fait, récemment, que les écrans de smartphone étaient tellement grands aujourd'hui que c'était beaucoup plus facile de remplacer non seulement une partie du visage, mais justement de mettre le visage entier en lieu et place
du visage, enfin d'un bout de visage comme la bouche ou un œil, comme l'ont pu faire pas mal de marques et d'artistes avant. Voilà. Alors comment a été accueilli ce projet sur Internet? Je suis assez agréablement surpris, c'est très bien accueilli. Les gens trouvent ça généralement soit simplement cool, d'autres trouvent ça génial puisqu'ils disent qu'il y a plein de manières de l'interpréter. Moi, à la base, je voulais juste faire un petit truc rigolo qui détourne le traditionnel selfie. Et puis, petit à petit, je commence à avoir pas mal d'intérêt, notamment de la presse papier. Pas mal de sites ont déjà fait des articles dessus. Donc, j'espère étendre le projet. Pourquoi pas faire une petite expo avec ceux que j'ai shootés avec les plus belles photos. Donc, voilà. Et des annonceurs sont venus vers vous? Pour l'instant, j'ai quelques approches. Donc, Ça reste naturellement, des opérateurs, je ne peux pas en parler, ouais. qui trouvent l'idée sympa, qui est potentiellement exploitable notamment en soirée, ou alors pour une petite OP sur le web. Donc là, j'ai 2 pistes. Rien de bien concret pour l'instant, mais je pense que ça va se concrétiser. Donc pour l'instant, c'est secret. Est-ce qu'on peut savoir quelle sera la prochaine étape de ce projet? Vous nous parliez éventuellement d'une exposition. Alors, donc à la demande de pas mal de personnes, je pense que ce serait très sympa d'organiser entre guillemets un apéro selfie dans une galerie. En France? En France, a priori. À Paris? J'exposerais à Paris les clichés les plus réussis. Là aujourd'hui, j'en ai environ 150. Le projet a à peu près 3 mois, un peu plus de 3 mois aujourd'hui. Il y a un peu moins de 1300 abonnés sur Instagram. Donc en fait, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque photo, il y a une dizaine, vingtaine d'amis de la personne shootée qui, dès partage de la photo, rejoignent les fans du projet. Donc c'est plutôt cool. Et pourquoi pas faire appel à Cassius pour un second clip avec vous? Je ne sais pas trop si c'est dans leur projet, mais bon, pour l'instant, moi, je vais mener ma barque tranquillement et puis j'ai pas d'objectif précis. On voit comment ça prend, mais en tout cas, le simple fait qu'on fait ici, c'est que beaucoup de gens commencent à me demander d'être shooté et ça est suffisamment valorisant pour moi. Voilà. Eh bien voilà, un véritable artiste. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Nous, on vous souhaite bon courage sur le web. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Et on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Et on ouvre cette rubrique avec une invention qui nous vient tout droit du Congo. Au départ, il s'agissait de créer un ordinateur portable à moindre coût, un projet qui a finalement muté. Aujourd'hui, Véron Mankou est fier de présenter à Brazzaville son premier téléphone conçu et fabriqué en Afrique francophone, un sujet de Sarah Koskiewicz. Véron Mankou est fier aujourd'hui de présenter à Brazzaville les premiers téléphones conçus et fabriqués en Afrique francophone. Son entreprise, VMK, est installée dans un immeuble du centre de la capitale de République du Congo et est désormais bien en marche. Depuis lundi 13 juillet, on a maintenant des produits conçus en Afrique et assemblés en Afrique. Et donc c'est la première usine qui fait ces deux-là. Donc quand on fait conçu et assemblé dans un même lieu, ça devient Made in Africa. Assis côte à côte, le long de 2 lignes de montage, quelques 70 ouvriers en blouse et casquette bleue montent les téléphones Elikia sous une lumière blanchâtre, donnant à l'ensemble un aspect de bloc opératoire. Concentrés, ils travaillent dans un silence troublé sans cesse par le bruit des sonneries et des messages vocaux émis par les appareils en phase de contrôle. Nous avons l'assemblage. Après l'assemblage, nous avons les tests. Et après les tests, si ce n'est pas concluant, ça va à la réparation. Après avoir été réparé, ça revient encore au test. Si c'est conclu, ça continue. 2 Chinois, aidés d'un interprète, veillent à ce que les opérations soient menées correctement. VMK a véritablement pris son envol en 2011 avec le lancement d'une tablette tactile, la première conçue en Afrique. L'année suivante, l'entreprise de M. Mankou, qui a tout juste 29 ans, lançait son premier téléphone. Conçu au Congo, celui-ci a d'abord été fabriqué en Chine. La gamme s'est étoffée et à la suite d'un transfert de technologie avec le partenaire chinois de VMK, la production de téléphones vient de revenir au Congo. C'était incroyable, c'était invraisemblable de le faire en Afrique parce que notez qu'en Afrique, ce n'est pas dans ce secteur qu'on nous attend. On nous attend certainement dans l'agriculture, dans les énergies, les hydrocarbures, l'élevage et tout ça, mais on ne nous attendait pas dans la conception de produits technologiques. Monsieur Mankou mise sur l'explosion du marché de la téléphonie mobile en Afrique pour développer son entreprise.
VMK produit aujourd'hui 4 modèles différents de téléphones, allant de 11 900 francs CFA à 64 900 francs CFA. Le but affiché est de rendre les produits des technologies nouvelles accessibles au plus grand nombre. C'était quand même un grand challenge parce que quand on a commencé à parler de ce projet d'avoir une usine d'assemblage en Afrique, les gens nous ont un peu pris pour des fous. Monsieur Mankou est persuadé que c'est le temps de l'Afrique et qu'il faut consommer africain et produire africain. C'est pas toujours facile. Vous savez, l'histoire de VMK est jonchée d'obstacles. Ces obstacles, ce ne sont pas vraiment des obstacles techniques, c'est plus des obstacles psychologiques. En vente au Congo, les appareils Elikia sont aussi disponibles depuis cette année en Côte d'Ivoire. Et VMK espère faire pénétrer sous peu ses téléphones au Nigeria et en République démocratique du Congo. Et sur le web, c'est terminé, mais je vous donne rendez-vous demain, même endroit et même heure sur i24 News. À très bientôt.